Oppenheimer, le dernier Nolan. Voilà un an que la critique, les spectateurs, les curieux attendaient cette bombe cinématographique. Non pas car les gens sont passionnés par la bombe atomique, ni par la physique quantique ou Oppenheimer, mais parce que le cinéma de Nolan arrive à chaque fois à nous marquer individuellement et à nous donner envie de voir sa prochaine réalisation. Chacun de ses films est un engouement. Toute sa filmographie est une succession de blockbusters, de films de production importante, au box-office titanesque, mais qui pourtant restent dans un respect à la fois du médium cinématographique et du spectateur par la singularité qui s'en dégage. Un film de Nolan ne peut être assimilé à aucun autre réalisateur. C'est en cela que l'on peut concevoir un style qui pour Nolan s'est affirmé de film en film jusqu'à Oppenheimer, qui apparaît comme l'affirmation de son style dans cette quête qu'il mène à capturer le temps de l'histoire en une fission du récit. Nolan, comme tout grand réalisateur, était loin d'être destiné à une grande carrière dans le cinéma. Refus de projet, petit job, peu d'argent, à ses débuts, il ramait pour tenter un projet. Pourtant, après son diplôme en littérature à Londres, Nolan persiste et se met à réaliser quelques courts-métrages, dont Doodlebug en 1997. Débute alors la recherche d'un style. Le court-métrage est simple, c'est un homme qui cherche à écraser une petite bête qui s'avère être finalement lui-même, un double, dans un décalage temporel de 3 secondes. Il apparaît déjà dans ce projet un jeu avec le temps qui ne cessera de croître par la suite. Le court-métrage se fait remarquer au Festival de Cambridge et offre à Nolan l'espoir de réussir, ou en tout cas de commencer, dans le cinéma. Durant toute l'année suivante, en 1998, Nolan réalise, week-end après week-end, les différentes scènes qui composent son premier long-métrage, Following. 6 000 $, des amis, un scénario, de l'ambition, et le tour est joué. Le voilà remarqué par les critiques, les festivals, et s'ouvre dès lors des projets plus importants. Toutefois, dans son premier film, on aperçoit déjà une volonté de lutter contre la linéarité du récit. Quand on a peu de budget, il faut que la manière de raconter se détache de ce qui se fait habituellement. L'histoire simple d'un écrivain qui suit des gens pour s'inspirer et qui tombe dans un piège en se liant d'amitié avec un cambrioleur prend son ampleur, sa force, par la juxtaposition de différentes scènes, formant un puzzle dont chaque plan amène à la clé finale, la dernière pièce, celle qui nous fait dire « mais oui, c'était logique ». Pour Nolan, la narration non chronologique est ici le moyen de jouer avec le spectateur et de le faire tenir en haleine jusqu'au bout sans qu'il puisse s'attendre à ce qui va se passer. Nous pouvons retrouver cela dans le Prestige, où tout se trouve sous nos yeux, mais Nolan, en prestidigitateur, nous éloigne de la vérité pour mieux nous la révéler à la fin. Ces films sont des objets qui dialoguent avec notre mémoire, et c'est pourquoi son deuxième long métrage a pour sujet, logiquement, la mémoire. Nolan comprend que le principe du souvenir est le cœur de la narration non chronologique. Un flux d'images désordonnées se remet dans l'ordre à la toute fin par la mémoire, qui naturellement retrouve le flux temporel du récit, les enjeux et les réponses. Faire un film sur un amnésique, ou plutôt un homme qui n'a plus de mémoire à court terme, se révèle alors être une évidence pour Nolan. L'intrigue et les péripéties de Léonard, qui recherche le tueur de sa femme et où se trouve la vérité, tout ça n'a lieu que pour accentuer le nœud du scénario en cette perte de mémoire. La structure du film est très particulière et est porteuse d'un sens, ou en tout cas en ajoute là où la narration linéaire n'en aurait pas apporté. La progression du film se fait de telle sorte que nous revenons à la lucidité en même temps que le protagoniste la perd. Le film se compose ainsi, une pente descendante, en couleur, du moment où Léonard tue un homme jusqu'à la mort d'un homme dans le passé, et une pente ascendante, en noir et blanc, de la première recherche du tueur. Les deux courbes se croisent en un point, le meurtre de Jimmy. Pour associer les deux courbes dans la ligne temporelle du film, Nolan a choisi d'en laisser une linéaire, qui sert de césure entre les scènes descendantes, qui reviennent vers le passé, à la manière d'Irréversible de Gaspard Noé. La structure du film fait ressentir les pertes de mémoire de Léonard et crée l'intrigue sur l'origine de chaque acte, jusqu'à comprendre que les deux lignes sont finalement la même, un Ouroboros, une boucle sans fin de la même histoire pour Léonard, la recherche du meurtrier de sa femme, et qui sera pour Nolan la recherche du film parfait pour la narration non chronologique, ce qu'il tentera d'atteindre à chacun de ses films. Après le succès de Memento, il réalise Insomnia, un film perdu dans sa filmographie qui a été rentable d'un point de vue financier, mais non pas rentable du point de vue artistique. C'est le seul film qu'il a réalisé sans participer au scénario. Muselé sans doute par les 50 millions de budget, Nolan s'est éloigné de son style premier qu'il cherchait à modeler avec Memento. En tout cas, 2 gros succès d'affilée firent briller les yeux de certains producteurs, et c'est alors qu'on lui propose la réalisation de la fameuse trilogie Batman, qui est à étudier à part dans sa filmographie, tellement ses films sont éloignés de ceux bien plus personnels qu'il a réalisés avant et après. Toutefois, ils ont permis de le faire monter au sommet des productions cinématographiques,
et de lui laisser main libre sur ses prochains films, avec des budgets conséquents, et cette fois, avec le style de ses débuts. Following, Memento ou bien Le Prestige n'avaient comme principal intérêt dans leur montage désarticulé que de créer du suspense. Nolan avait sans doute perçu les limites de cette méthode avec ce but-là, et voyait très bien que le film n'en tirait pas plus d'avantage que d'être divertissant. La structure était qu'un outil pour le fond, au lieu d'être le fond lui-même. Avec Inception et Tenet, Nolan arrive à dresser un juste équilibre entre le fond et la forme, où il peut jouer avec le temps par le montage pour faire vivre le scénario et surtout les idées qui s'y diffusent. Dans Inception, la structure est basée sur différents mondes, différents étages, différents temps, différents rêves, où une seconde dans le réel s'allonge dans chaque rêve jusqu'à atteindre l'infini des limbes. La non-chronologie existe ici par l'enchevêtrement de tous ces systèmes en un film qui ne peut être que linéaire. L'association de ces différents étages temporels crée différents films en un que le montage réunit. Au contraire, dans Tenet, il n'y a qu'un monde, mais deux linéarités qui, comme dans Memento, l'une va vers le futur, l'autre vers le passé, mais cette fois-ci dans la simultanéité de l'instant. La non-chronologie est totale, pas forcément par le montage ici, mais par les images qui en leur sein ont un montage, par les mouvements qui y existent. Dans ces deux films, Nolan imbrique différents temps, car l'histoire est basée sur des nœuds temporels, où le dénouement se fait par un montage qui est intrinsèque au récit. On peut ressentir comme un désir d'expérimenter les limites de son style par des scénarios ficelés pour, taillés sur mesure, quitte à devenir compliqués et irréels. Et c'est sans doute dans une volonté de lutter contre cette irréalité que Nolan s'est alors penché vers l'histoire, tout en y appliquant son style pour Dunkerque. Depuis Le Prestige, tous les films de Nolan étaient de la science-fiction. C'est la première fois qu'il s'attaquait à un fait historique, qu'il se confrontait à la rigueur des faits et ne pouvait plus être libre dans la construction du scénario comme avec Inception. La non-chronologie devait s'adapter à une période rigoureusement marquée par l'histoire, non dans le but de créer du suspense, même s'il y en a toujours dans ces films, mais pour faire vivre au mieux l'opération Dynamo, le rapatriement des dernières troupes alliées à Dunkerque. Et pour y répondre, Nolan a décidé de tout nous montrer par trois visions différentes. Les airs, la terre et la mer. Ces trois espaces sont montrés par des lignes temporelles différentes, un peu dans un système proche d'Inception, dans la notion de durée par espace. Un segment dure 1 heure, un autre un jour et le dernier 1 semaine, pour se réunir finalement à l'instant T des dernières minutes de l'opération. Le style de Nolan comble les lacunes de la linéarité, qui aurait pu difficilement associer les trois sans être désordonné. Ici, comme un triptyque, ces triples peintures réunies en une, Dunkerque offre trois visions d'une même image qu'est la guerre et cette opération de dernier espoir dans le chaos où l'individualité semble disparaître sur ces plages grises du Nord. Une humanité que Nolan a su saisir parfois dans ses films, mais se faisait parfois avaler par l'histoire autour d'elle. Interstellar ou Inception sont des films profondément touchants, où les personnages de DiCaprio et McConaughey atteignent une sensibilité par la caméra et l'environnement qui les entoure. Toutefois, la grandeur du sujet voile finalement ces petits moments humains. Le style de Nolan se basait sur l'histoire plutôt que sur l'homme. Mais il a finalement inversé la tendance avec son dernier film où l'homme fait l'histoire, Oppenheimer. Pourquoi ne pas avoir choisi la linéarité ? Il n'y a pas de suspense à créer, il n'y a qu'un seul personnage, il n'y a qu'un seul axe temporel. Les biopics très souvent sont linéaires pour la simple et bonne raison qu'ils suivent la vie d'une personne, de sa naissance à sa mort, fait par fait. Oppenheimer est né, a étudié en Europe, a enseigné aux États-Unis, a créé la bombe atomique, puis a fini sa vie dans le silence du jugement. Tout le monde raconterait les choses de cette manière. Wikipédia d'ailleurs le fait très bien. Mais y a-t-il un intérêt cinématographique de faire cela ? Non. Raconter la vie d'un homme est plus intense lorsqu'il y a des détails qui surgissent, quand les périodes se croisent pour répondre à d'autres. Un sourire et une larme sont plus beaux quand, juste avant, nous voyons leur fondement. Certains disent que la non-chronologie vient compliquer ce qui n'avait pas à l'être. Au contraire, elle simplifie tout. Elle arrive davantage à nous faire ressentir les émotions, les tensions, les doutes et les passions d'Oppenheimer. Son film est l'incarnation de la vie d'Oppenheimer par ce qu'il fut. Le sujet principal est la création de la bombe nucléaire et sa répercussion sur le monde de demain. Nolan a voulu que la composition de cette arme, par Oppenheimer, soit celle de son œuvre. La non-chronologie s'accorde avec l'idée de la fission nucléaire par des images qui se divisent et s'éparpillent, comme l'atome d'uranium. Avant l'explosion de la bombe A, il y a davantage de flashbacks, d'images entrecalées entre deux, de bonds entre l'avant et l'après séparés par la dichotomie colorimétrique,
tandis qu'après son explosion, la bombe suivante au cœur du film est celle de la bombe H, qui fonctionne par la fusion nucléaire. Du coup, les images se réordonnent en un fil quasi linéaire. La plupart des images en noir et blanc deviennent couleur, l'avenir devient le présent. Nolan nous plonge dans le monde d'aujourd'hui, avec cette dernière scène d'Einstein et d'Oppenheimer, qui fut tout le temps en noir et blanc, sauf à la fin où elle est en couleur car elle est devenue une image actuelle qui fusionne avec le présent. On voit donc bien que le scénario s'accorde au sujet et le fait vivre par son montage. Le cinéma, ce n'est pas que raconter, c'est aussi faire vivre les images par l'ordre qu'on leur donne. C'est là que Nolan atteint une certaine pureté de la narration non chronologique. Chacun de ses films est un essai pour le suivant, et Oppenheimer semble encore une fois en être un dans le choix d'appliquer un style narratif complexe à un objet linéaire simple. C'est un ensemble de références et de connaissances qui apparaissent dans cette voie où le montage est non pas un outil, mais l'essence même du film. L'on peut ressentir du Citizen Kane dans sa construction diffractée, éclatée, où l'enquête principale de la mort de Kane est parsemée de flashbacks et d'ellipses. Il y a aussi les flux d'images purement esthétiques qui rejoignent le mouvement du New American Cinema, les images de braquage et d'autres cinéastes expérimentaux. Puis on peut voir de l'impressionnisme dans ces effets visuels présents lors du discours à Los Alamos, où la crise intérieure du personnage se fait ressentir non pas par les mots, mais par les images, comme les films des années 20 d'Abel Gance et Jean Epstein. Comment fait-il ressentir l'explosion du navire ? Il n'a pas filmé un navire qui explose, non. Il a filmé une déflagration, puis des gouttes. A-t-il filmé un champignon atomique lors du test Trinity ? Non. Il a filmé dans le silence les détails de cette explosion. Par tous ces procédés, son cinéma apparaît comme un pur retour aux origines, ou plutôt comme le délicat assemblage de ce qui fut réussi à l'époque. Filmer en pellicule n'est pas un caprice de réalisateur, mais un acte physique de ce qu'il a fait dans son cinéma. Son montage est une fission du récit, tandis que son cinéma est une fusion des possibilités du cinéma. La narration non chronologique s'affirme chez Nolan comme la clé de son style, qui tend de film en film à ouvrir une porte nouvelle aux possibilités de son art.